pendant des années, on ne l'a pas appelée guerre. Juste des événements, des opérations de maintien de l'ordre. Pourtant, entre 1954 et 1962, plus d'1 million de soldats français sont envoyés de l'autre côté de la Méditerranée. Des villages entiers sont déplacés. Des familles déchirées. Des hommes torturés. Des civils assassinés. C'est une guerre, sans nom, sans gloire, mais avec des cicatrices encore ouvertes. Entre idéal républicain et colonialisme, entre désir d'indépendance et peur de l'abandon, la guerre d'Algérie a bouleversé la France comme jamais auparavant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger dans les racines, les batailles, les silences et les traumatismes d'un conflit que l'histoire elle-même a longtemps voulu oublier. Voici la guerre d'Algérie, l'un des chapitres les plus brûlants des grandes guerres de France. Pour comprendre la guerre d'Algérie, il faut remonter à 1830. Cette année-là, la France débarque à Alger, met fin au pouvoir ottoman local, et amorce une colonisation brutale. Peu à peu, les terres sont confisquées, les tribus dépossédées, les élites marginalisées. En 1848, l'Algérie est intégrée comme un département français à part entière. Mais cette intégration n'est qu'apparente. La société est coupée en deux, les colons européens, appelés pieds noirs, dominent politiquement, économiquement et culturellement. En face, des millions de musulmans algériens sont traités comme des citoyens de seconde zone. Ils n'ont pas les mêmes droits civiques, leur accès à l'éducation est limité, et leurs terres ancestrales sont souvent accaparées pour l'installation de colons. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'Algériens combattent pour la France, espérant reconnaissance et justice. Mais au retour, c'est la désillusion. Le 8 mai 1945, alors que la France célèbre la victoire contre l'Allemagne nazie, à Sétif, Guelma et Kherrata, des manifestations indépendantistes éclatent. La répression coloniale est d'une violence extrême, entre 10 000 et 45 000 morts selon les sources. Un massacre qui laisse une trace indélébile. La fracture est consommée. Une génération d'Algériens comprend alors que l'assimilation est une chimère, et que l'indépendance est la seule voie. L'Algérie française n'est qu'une illusion de république. Sous la surface, bouillonne une colère prête à exploser. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, un frisson traverse les montagnes, les plaines, les villes d'Algérie. Des bombes explosent, des casernes sont attaquées, des infrastructures sabotées. Cette opération, baptisée le Toussaint Rouge, marque la naissance publique du Front de Libération Nationale, FLN. Ce mouvement clandestin, structuré dans l'ombre, entend libérer l'Algérie du joug colonial par la lutte armée. Dans plus de 30 lieux à travers le territoire, les premières attaques du FLN visent des symboles de la présence française, postes de gendarmerie, voies ferrées, bâtiments administratifs. Des Européens sont tués. Des Algériens aussi. La France, surprise par cette insurrection coordonnée, refuse d'y voir une guerre. Le gouvernement Mendès France parle de terrorisme. Mais dans les rangs du FLN, l'acte est clair, la révolution a commencé. Le FLN n'est pas le seul mouvement nationaliste, mais il veut rapidement imposer sa suprématie. Il s'appuie sur un réseau de maquisards, les Moudjahidines, armés de peu, mais portés par une détermination inébranlable. Pour la France, c'est l'ouverture d'un conflit asymétrique. Une guerre sans ligne de front, où les embuscades, les assassinats et les représailles deviendront le quotidien. Le peuple algérien, jusque-là divisé entre espoir et résignation, se retrouve désormais face à un choix, la soumission ou l'engagement. Ce 1er novembre 1954, une nouvelle ère s'ouvre, celle de la guerre d'indépendance algérienne. Face aux attaques du FLN, la réaction française est immédiate et brutale. Le gouvernement ne reconnaît pas l'existence d'une guerre, mais il engage l'armée, élargit les pouvoirs des forces de l'ordre, et fait adopter des mesures d'exception. L'état d'urgence est proclamé dès avril 1955. Dans les zones rurales, les opérations de ratissage se multiplient. Les militaires investissent les villages, fouillent, interrogent, arrêtent. Pour contrer la guérilla, des dizaines de milliers de soldats français sont envoyés en Algérie, parmi eux des appelés du contingent, souvent jeunes et peu préparés.
Le FLN répond par une stratégie de terreur, attentats, embuscades, assassinats de notables jugés et collaborateurs. La peur s'installe dans les deux camps. À mesure que les violences s'intensifient, la population algérienne est prise en étau. Certains soutiennent le FLN, d'autres préfèrent rester à l'écart, mais tous sont surveillés. Les camps de regroupement et des sortes de zones de relocalisation apparaissent. On déplace des populations entières, au nom de la sécurité. À Paris, les voix s'élèvent. La presse évoque les tortures, les exécutions sommaires, les exactions commises au nom de la République. Mais l'armée nie ou justifie. Dans l'ombre, une ligne rouge est franchie. La torture devient un outil systématique d'interrogatoire, utilisé par des unités spécialisées, notamment lors des interrogatoires des suspects FLN. Le conflit devient une spirale. À chaque attaque du FLN, une riposte. À chaque riposte, une nouvelle vague de répression. La guerre sale a commencé, et la République commence à se fissurer de l'intérieur. Nous sommes en 1957. Alger, la capitale, devient le théâtre d'un affrontement inédit. Le FLN, pour frapper les esprits et l'ennemi, décide de porter le combat au cœur de la ville européenne. Attentats, bombes dans les cafés, dans les lieux publics, assassinats ciblés. Le choc est immense. La peur gagne les rues d'Alger. Les civils, français comme algériens, vivent dans l'angoisse des explosions. Le FLN cherche à internationaliser le conflit, à faire parler de lui. Et ça fonctionne, la presse mondiale relaie les violences de plus en plus sanglantes. En réponse, le gouvernement français donne carte blanche à l'armée. Le général Massu et la 10e division parachutiste sont appelés à nettoyer Alger. Ce sera la fameuse bataille d'Alger. Mais ce n'est pas une bataille de front. C'est une guerre de l'ombre. Arrestations massives, couvre-feu, perquisitions systématiques. Les paras mettent en place un système méthodique de démantèlement des cellules FLN. La torture devient omniprésente. Électrocution, simulacre de noyade, passage à tabac. L'efficacité militaire est redoutable, mais le prix humain et moral est exorbitant. En quelques mois, le réseau FLN d'Alger est démantelé. Les figures comme Yassef Sadi sont arrêtées, les bombes cessent, mais la victoire française est amère. Car à long terme, cette victoire est une défaite morale. Le recours massif à la torture choque une partie de l'opinion. Des intellectuels comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir dénoncent publiquement la barbarie d'État. Le masque tombe. La République torture. La démocratie opprime. La guerre, désormais, n'est plus seulement une question coloniale. Elle devient une crise de conscience nationale. En mai 1958, alors que la France est embourbée dans une guerre sans fin, l'Algérie devient aussi le théâtre d'une crise politique majeure. À Alger, des militaires, des colons et des partisans de l'Algérie française organisent un putsch déguisé. Ils réclament un gouvernement fort, et un nom surgit des cendres de la 4e République, Charles de Gaulle. Héros de la résistance, père de la France libre, de Gaulle est vu comme le seul capable de restaurer l'ordre. Mais il revient à ses conditions, des pleins pouvoirs et une nouvelle constitution. Le 1er juin 1958, de Gaulle est investi président du Conseil. Très vite, il engage la rédaction de la Constitution de la 5e République, adoptée en octobre. En Algérie, les espoirs sont multiples, mais trompeurs. Les partisans de l'Algérie française croient que de Gaulle les soutiendra. Les indépendantistes espèrent un changement. Mais le général avance masqué. Dans ses discours, il parle de paix des braves, d'égalité, de réforme. Il fait mine de temporiser, de dialoguer, pendant que la guerre continue. En coulisses, il comprend que l'Algérie ne peut pas rester française sans guerre permanente. Mais il doit manœuvrer avec prudence, car l'armée et les colons pèsent lourd. Trop lourd. Dans ce contexte, de Gaulle engage une lente mais irréversible transition. Il augmente les effectifs militaires, tout en préparant le terrain diplomatique pour une sortie politique. Il sait que cela ne se fera pas sans douleur. Il sait qu'il devra affronter les ultras, les extrémistes, les généraux frondeurs.
Mais il est prêt. Son regard est déjà tourné vers la paix, même si elle doit passer par la rupture. À partir de 1960, le discours change. De Gaulle assume enfin une position claire, l'autodétermination du peuple algérien. C'est un choc pour les partisans de l'Algérie française. À Alger, à Oran, à Constantine, les colons se sentent trahis. L'armée doute. Les généraux fulminent. Les anciens soutiens du général deviennent ses pires ennemis. En janvier 1961, un référendum confirme le choix des Français, plus de 75% votent pour l'autodétermination. C'est un feu vert pour les négociations. Mais en Algérie, la guerre continue, plus violente que jamais. En réaction, les ultras fondent l'OAS, Organisation de l'armée secrète, une organisation clandestine terroriste, composée d'anciens militaires, de civils radicalisés, prêts à tout pour empêcher l'indépendance. L'OAS mène des attentats aveugles, vise les civils, tente même d'assassiner De Gaulle. Elle engage une véritable guerre civile dans les rues algériennes, y compris contre l'armée régulière française. Pendant ce temps, à Évian, des négociateurs du FLN et du gouvernement français se rencontrent. Après des mois de pourparlers tendus, les accords d'Évian sont signés le 18 mars 1962. Ils prévoient un cessez-le-feu, l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Algérie, et des garanties pour la minorité européenne. Mais sur le terrain, la violence ne s'arrête pas. Le 1er juillet 1962, le référendum algérien accorde une victoire écrasante au oui. Le 5 juillet, l'Algérie proclame officiellement son indépendance. C'est la fin de 132 ans de colonisation française, mais aussi le début d'un exil massif. Les Pieds-Noirs fuient par centaines de milliers, les harkis sont abandonnés, souvent massacrés. L'Algérie naît dans le sang, la rancœur et les plaies non refermées. Pour la France, c'est un soulagement, mais aussi un traumatisme national, longtemps tu. Le 5 juillet 1962, alors que l'Algérie célèbre son indépendance, des massacres éclatent à Oran. Des civils européens sont tués, sous les yeux d'une armée française qui n'intervient pas. Le chaos accompagne les derniers jours de l'Empire. Plus d'1 million de Pieds-Noirs quittent précipitamment le territoire. Ce sont des familles entières qui débarquent à Marseille ou à Port-Vendre avec leurs valises, souvent les seules choses qu'ils ont pu sauver. Ces rapatriés, malgré leur nationalité française, sont accueillis froidement. Ils sont perçus comme des étrangers, voire des complices de la colonisation. L'amertume est immense. Mais la tragédie la plus cruelle concerne les harkis, ces Algériens engagés aux côtés de l'armée française. De Gaulle, pour éviter une confrontation avec le FLN victorieux, refuse leur exil massif. En représailles, des milliers d'entre eux sont massacrés dans l'indifférence générale. Ceux qui parviennent à fuir vivent dans des camps en France, marginalisés, oubliés de l'histoire pendant des décennies. En Algérie, la victoire est célébrée comme une libération. Mais rapidement, le pouvoir se durcit. Le FLN devient parti unique, et les rêves d'émancipation sociale sont étouffés par un autoritarisme grandissant. En France, le conflit est enseveli sous une chape de silence. Pas de loi, pas de reconnaissance. Il faudra attendre 1999 pour que le terme guerre soit enfin utilisé par l'Assemblée nationale. Le traumatisme algérien continue de diviser. À chaque génération, la mémoire ressurgit, entre commémorations, controverses et blessures familiales. La guerre est finie, mais la paix des mémoires reste incomplète. Entre la France et l'Algérie, le dialogue est fragile, parsemé de silence, d'excuses tardives, de rancunes tenaces. Car une guerre ne s'arrête jamais tout à fait quand elle n'a pas été regardée en face. Plus de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, la guerre n'a pas cessé d'imprégner les consciences. Elle s'est installée dans les silences familiaux, les traumatismes non soignés, et les relations complexes entre les deux rives de la Méditerranée. Des générations entières ont grandi dans le non-dit, avec des grands-pères pieds-noirs amers, des parents harkis silencieux, des anciens combattants blessés dans leur chair et dans leur cœur. Dans les banlieues françaises, les descendants de l'immigration algérienne vivent parfois une double peine, celle d'un passé méconnu et d'un présent tendu, marqué par l'incompréhension et les stéréotypes. Côté algérien,
la mémoire officielle glorifie la lutte pour l'indépendance, mais occulte les divisions internes, les violences du FLN contre ses propres opposants, et les souffrances de la population civile. La guerre a aussi redéfini la République française. De Gaulle, en reprenant le pouvoir en 1958 pour sauver la situation, en a profité pour fonder la Ve République, avec un exécutif fort. C'est l'héritage politique direct de cette crise. À travers les œuvres de fiction, les témoignages, les films, les chansons, la guerre d'Algérie est lentement remontée à la surface, déconstruite, débattue. Des figures comme Albert Camus, Assia Djebar, Pontecorvo, ou Benjamin Stora ont contribué à éclairer les zones d'ombre. Mais il reste encore tant à dire. Tant à enseigner. Tant à comprendre. Car la guerre d'Algérie, ce n'est pas seulement un événement du passé. C'est une clé pour comprendre le présent, les tensions identitaires, les fractures sociales, les blessures non cicatrisées. Et tant que cette mémoire ne sera pas pleinement partagée, la réconciliation restera une promesse lointaine. En 2012, à l'occasion du 50 anniversaire de la fin de la guerre, le président François Hollande reconnaît officiellement la nature coloniale du conflit. Ce geste est fort, mais il intervient tard, et laisse beaucoup de zones d'ombre. En 2021, Emmanuel Macron franchit une nouvelle étape, il reconnaît la responsabilité de l'État français dans l'abandon des harkis, puis dans la mort de Maurice Audin, militant communiste torturé par l'armée. Des mots forts, mais qui ne suffisent pas à refermer les plaies. Du côté algérien, la reconnaissance des souffrances infligées par le FLN à ses opposants reste un tabou politique. La mémoire officielle demeure figée dans une version héroïque du passé. Les voix dissonantes, celles des écrivains, des cinéastes, des historiens algériens, peinent à percer le récit dominant. Et pourtant, malgré les lenteurs diplomatiques et les crispations, des passerelles se construisent, des projets éducatifs communs, des documentaires partagés, des colloques réunissant les deux mémoires. Dans les écoles, des enseignants osent enfin aborder frontalement ce conflit, parfois avec l'aide de témoignages d'anciens appelés ou d'enfants de harkis. À Marseille, à Alger, à Paris, à Tizi Ouzou ou à Lyon, des artistes posent des fresques murales, des écrivains mêlent les langues et les douleurs, des jeunes interrogent leurs grands-parents sur ce qu'ils ont vécu. La mémoire de la guerre devient un terrain de création, de transmission, de dialogue. Non plus pour accuser, mais pour comprendre. Le chemin vers une mémoire partagée est long, fragile, semé d'embûches politiques. Mais à chaque geste, à chaque parole de vérité, c'est un PAN de murs qui s'effondre, et un pont qui se construit entre deux peuples au destin lié. Il ne s'agit plus de choisir un camp, mais de regarder ensemble ce que fut la guerre, et ce que nous voulons faire de l'avenir. La guerre d'Algérie fut bien plus qu'un conflit armé. Elle fut une fracture historique, humaine, intime, qui continue d'éclairer les tensions d'aujourd'hui. Des millions de vies bouleversées, des mémoires en tension, des identités construites dans la douleur, dans le silence ou dans l'exil. Pourtant, la vérité n'est jamais un danger. Elle est une étape. Une nécessité. Comprendre ce qu'il s'est passé, c'est offrir aux générations futures les clés pour ne plus reproduire l'irréparable. Car la guerre d'Algérie nous enseigne que la démocratie vacille lorsque la République renie ses principes, que la violence naît quand la justice est absente, et que les peuples, même après les pires blessures, peuvent retrouver le chemin du dialogue. À ceux qui ont souffert, nous devons mémoire. À ceux qui sont nés après, nous devons vérité. À ceux qui viendront demain, nous devons paix. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la complexité et la portée de la guerre d'Algérie, pensez à liker, commenter, et vous abonner à la chaîne. Partagez vos témoignages, vos souvenirs, ou vos questions dans les commentaires. La parole libérée est la première étape de la réconciliation. Activez la cloche pour ne rater aucun de nos futurs récits sur les grandes pages de l'histoire de France et du monde. Et si vous souhaitez qu'on explore d'autres événements historiques oubliés ou méconnus, dites-le nous.